Je vous propose de commencer dans 2 petites minutes. Ça fera arriver tout le monde. Bon, je vais commencer doucement. Euh, je vous remercie à tous d'être là aujourd'hui à cette session d'information sur Global Health et DCTP 3. Elle s'appelle à projet ouvert et les conditions de participation. Je voudrais remercier chaleureusement euh, les Global Head et CTP, tous ceux qui vont nous partager aujourd'hui les appels, les conditions de participation et répondre à nos questions. Je remercie les CTP d'être là. Je voudrais remercier aussi à ma collègue Nicole Wyss de EU Research Suisse, qui est là aussi, qui a co-organisé ce webinaire avec le PCN Santé France. Et on va commencer pour ne pas être très en retard et parce qu'il y a beaucoup de choses à raconter. Je suis Vania Rosas et Catherine vous présentera les PCN un peu plus tard, comme ça vous allez voir qu'est-ce qu'on fait. En France, qu'est-ce qu'il fait les PCN France? En fait, je vous propose de fermer vos micros et caméras pour que la vente passante soit plus efficace. Nous allons faire les questions, répondre aux questions à travers les chats ou à la fin de ce webinaire où il y a un petit temps dédié aux questions-réponses qui sera animé par Nicole. Euh, et ce webinaire est enregistré et il sera mis en ligne un peu plus tard dans le site horizoneurope.gouv.fr. Les mêmes liens d'inscription où vous avez fait l'inscription, c'est les mêmes liens où il y aura le replay de ce webinaire. Rapidement, je vais passer sur l'agenda de la session d'aujourd'hui. En fait, il y a un petit temps de présentation du PCN Santé France et Suisse par Catherine Tostan et Nicole Wyss. Et puis, nous allons présenter très rapidement, en fait, Laurent Jaboff de l'ANRSME, les groupes miroirs IDCTP France. Et puis, on ira au vif des sujets qui est la présentation d'appel à projet et les conditions de participation qui sera animée par IDCTP, par l'équipe de IDCTP 3. Et puis, on va présenter le témoignage de 2 projets financés par IDCTP, un projet financé pardon, un projet suisse et un projet français. Et, euh, et puis, il y aura un petit temps de questions-réponses. Catherine, je te laisse la parole pour présenter le point de contact Santé France et puis Nicole après. Merci beaucoup, Vania. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Une petite présentation donc du point contact national santé français. On peut peut-être passer tout de suite à la diapo suivante, Vania. Merci. Très rapidement, donc nous sommes une petite équipe de 4 personnes avec Vania Rosas, que vous avez entendu juste à l'instant comme coordinatrice du PCN Santé France.
qui est également experte au comité de programme Santé Horizon Europe. Et puis, nous sommes trois autres personnes, Roxane Brachet, Kevin Plouchard et moi-même. Sur cette diapo que vous aurez ultérieurement, bien sûr, vous avez un QR code pour retrouver toutes les informations sur notre site internet horizoneurope.gouv.fr et puis vous pouvez nous contacter soit par mail, soit directement sur LinkedIn. Il y a les liens qui sont directement inscrits sur la diapositive. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous inscrire à notre liste de diffusion pour avoir toutes les informations également par mail. On peut passer à la diapo suivante. Alors, je vais aller assez brièvement, mais on pourrait rentrer plus dans le détail, mais je pense que pour le moment, ça suffira. Le PCN, en fait, ses activités, elles sont de divers types. Nous formons, et vous avez en dessous listé les différentes actions que nous avons menées. Nous formons, nous développons, nous aidons à développer vos réseaux en rencontrant les responsables de projets, en organisant des webinaires ou à monter des événements de réseautage. Nous animons notre communauté qui est à la fois composée de chercheurs et de personnel support et nous basons pas mal sur notre communauté pour coélaborer notre plan d'action annuel. Et puis deux autres actions, nous informons bien sûr notre communauté sur les opportunités de financement dans le cadre du cluster santé. Il y a les appels à projets propres du cluster santé, mais il y a également les partenariats européens comme Global Health EDCTP3 ou encore IHI. Et je ne mentionne que ces deux-là, il y en a d'autres. Et nous informons également sur les autres modalités dans le cadre d'Horizon Europe. Et enfin, un rôle d'orientation, notamment sur l'existence d'autres fonds qui pourraient intéresser notre communauté ou encore, essentiellement ceci. Petite mention quand même, ce que nous ne faisons pas, nous ne mentons pas de projet et nous ne relisons pas les propositions à l'exception d'un appel à projet spécifique de l'Agence nationale de la recherche, l'appel à projet MRSEI qui aide à structurer les réseaux euh, européens ou internationaux. Il y a une dernière diapositive plus basé sur notre action de communication et de dissémination et d'interaction, donc des trois volets importants. Les relais Horizon Europe, qui sont un peu nos bras armés, si je puis dire, dans les institutions ou dans les PME. Nous travaillons pas mal et même beaucoup avec eux, notamment toutes les 2 semaines avec l'organisation de cafés, de web cafés RHE. Nous alimentons notre communauté via la liste de diffusion ou encore notre site LinkedIn, j'en ai parlé en introduction, et également un volet d'interaction avec les autres PCN français des autres clusters, où nous faisons par exemple des événements communs, notamment en lien avec la santé et les sciences humaines et sociales, pour ne citer que celui-là. Et enfin, dernière diapositive, mais je pense que Nicole en parlera peut-être un petit peu également. C'est dans ce cadre-là que nous travaillons avec Nicole, notamment la communauté HNN 3.0, qui est un projet européen en tant que tel, qui réunit un certain nombre de points de contact nationaux santé, à la fois européens, mais pas que. Et ça permet aussi d'échanger de bonnes pratiques, par exemple, et d'avoir des contacts privilégiés avec la Commission européenne. Tout ça pour le bienfait de notre communauté scientifique. Et j'en ai fini pour le PCN Santé France. Je vous remercie. Merci beaucoup, Catherine. Je laisse la parole à Nicole, qui va nous présenter le PCN Suisse. Merci beaucoup, Vania. Merci, Catherine. En Suisse, c'est YouResearch qui abrite les points de contact nationaux, dont les PCN Santé. Ma collègue Sacha Hugentobler et moi-même, nous sommes aussi une petite équipe.
Et YouResearch est une association à but non lucratif qui est financée par le Secrétariat d'État à la formation, la recherche et l'innovation, le CEFRI. Et nous travaillons en réseau. Donc, en plus des PCN qui sont basés tous à Berne, nous avons un réseau de conseillers scientifiques dans toutes les universités suisses pour couvrir tout le territoire et ainsi offrir le meilleur service possible aux chercheurs et innovateurs, des services similaires à ceux qui sont offerts en France. Nous informons, nous conseillons et nous connectons les chercheurs pour les appels à projets dans le cadre d'Horizon Europe, y compris les partenariats tels que EDCTP3. Et si on parle de la Suisse, j'aimerais dire un mot sur le statut de la Suisse dans Horizon Europe. Et je suis très heureuse que nous soyons en voie d'association à Horizon Europe. Depuis le 1er janvier 2025, un arrangement transitoire est en place qui permet aux chercheurs et innovateurs en Suisse d'accéder en tant que bénéficiaires aux appels 2025, y compris les appels qui sont ouverts maintenant dans EDCTP3. Si ce n'est pas encore indiqué dans le Funding and Tenders Portal ou dans le programme de EDCTP3, c'est que cet accord transitoire a été signé après la publication du programme EDCTP3. Il faut signaler quand même qu'au moment de la signature du Grant Agreement, je ne connais pas le terme en français, le statut du chercheur suisse sera contrôlé et un changement sera fait le cas échéant si l'association n'est pas finalisée comme prévu au mois de novembre. Mais pas de panique, le financement est garanti dans tous les cas. Si l'accord d'association est signé, ce sera la Commission européenne qui financera le chercheur suisse. Et si ce n'est pas le cas, ce sera le gouvernement suisse. Il y a une lettre de garantie, donc dans tous les cas, le financement est garanti. Donc, en résumé, soumettez en tant que bénéficiaire en incluant votre budget dans le budget total et pas de souci, le financement est garanti. Si vous voulez en savoir plus, le CEFRI a un très bon site web, horizon-europe.ch, avec des informations mises à jour régulièrement sur le statut de la Suisse. Vous pouvez aussi nous contacter à YouResearch, on fera un plaisir de vous renseigner et de vous aider. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Nicole. Et là, je donne la parole à Laurent Jabeuf, qui va nous parler du groupe Miroir France et des CTP3 avant de passer au vif du sujet qui sont les appels à projets et les conditions de participation. Laurent, je pense que tu es par là. Bonjour Vania, bonjour à tous et merci pour la parole. En quelques mots, on souhaitait vous présenter donc comment on s'organise côté français pour renforcer la participation des différents acteurs français au niveau du programme DCTP. Donc peut-être rappeler qu'effectivement c'est un partenariat européen très important avec un budget de plus d'1 milliard d'euros, une participation de l'Union européenne de 900 millions d'euros et dans ce cadre-là des cofinancements de chaque pays à apporter au programme. Et dans ce cadre-là, et parmi tous les sujets, donc en 2022, un groupe miroir a été mis en place en France pour répondre un peu à toutes ces questions, tous ces enjeux. Donc, il a été mis en place à l'époque sous l'égide d'Avis en Sud, avec l'appui du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de la NRS-MIE, qui est donc l'Agence nationale de recherche contre le sida et contre la maladie infectieuse émergente.
Donc, c'est également un type de coopération qui est en place dans différents programmes européens. Et dans le cadre de DCTP, l'objectif est de réunir tous les acteurs français de la recherche en santé pour assurer une bonne coordination et diffusion de l'information. Les missions du groupe Miroir sont de partager tout d'abord les différentes informations relatives au programme par rapport aux appels à propositions, les règles d'éligibilité, les futures échéances, les activités du programme. Organiser la diffusion de l'information et la réflexion au sein des différents acteurs pour faire remonter au niveau du programme les gaps au niveau de la recherche, les priorités à traiter au cours des années à venir. Faciliter la mise en place de consortia entre les différents acteurs français et mettre en place des bonnes pratiques pour faciliter le travail et la déclaration des cofinancements français au programme, et notamment avec l'évolution des règles d'éligibilité de ces cofinancements. Voilà une liste indicative. Donc, la participation au groupe Miroir se fait sur demande au niveau du ministère et de la NRS pour l'intégrer. Voici les différentes institutions actuellement membres au niveau français et qui participent aux réunions du groupe Miroir. Comment est-ce qu'on s'organise? Donc, le groupe Miroir se réunit 3 à 4 fois par an. Dans le cadre de réunions d'échange, il peut constituer des sous-groupes de travail en fonction des thématiques et il y a des échanges de mails réguliers via une liste de diffusion. Au niveau des contacts, on vous invite à nous contacter au niveau du ministère Sheila, à la NRS Marion, moi-même, et au niveau du point du PCN Vania et l'adresse générique du PCN Santé. Signaler aussi que Eric Dortenzio, qui est le responsable du département stratégie et partenariat à la NRS MUE, siège au board de DCTP et que la France est représentée aussi à l'Assemblée générale du programme à travers le ministère et également la NRS. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Laurent. Je laisse la parole alors à nos collègues de IDCTP. J'ai vu qu'ils s'étaient connectés. Bonjour à tous. Bonjour Lydia. Ouais. Merci Vania pour l'invitation et ravie de vous rejoindre encore cette année pour cette Info Day. J'ai la voix un peu cassée, donc je vais essayer d'avancer au maximum. Si jamais vous ne m'entendez plus, mes collègues pourront prendre le relais. Normalement, vous pouvez partager. Ouais. Donc, un mot très rapide sur EDCTP. Donc, c'est un programme qui a été mis en place il y a plus de 20 ans et nous sommes en train de mettre en œuvre la 3e phase du programme qui a commencé en 2023. Donc, EDCTP, c'est vraiment un partenariat entre l'Union européenne, représentée par la Commission européenne, et l'association EDCTP, qui représente 45 pays. Donc 15 en Europe et 30 en Afrique subsaharienne. Et donc, les objectifs du programme sont vraiment ciblés vers l'avancement vers les objectifs du développement durable. On joue aussi un rôle clé dans la mise en œuvre de la EU Global Health Strategy qui a été publiée en 2022. Et on est aussi très actif dans l'agenda d'innovation entre l'UA et l'UE. Et nous construisons tous nos programmes sur les acquis de DCTP1 et de DCTP2. Donc, notre but, c'est vraiment de diminuer le fardeau socio-économique des maladies infectieuses en Afrique. Et pour ce faire, on appuie le développement et l'adoption de nouvelles technologies de santé ou de technologies améliorées. Et notre but est aussi d'accroître la sécurité sanitaire en Afrique subsaharienne, notamment en renforçant les capacités de recherche et d'innovation afin de pouvoir préparer et mieux contrôler les maladies infectieuses. Comme je le disais, notre mission est vraiment de soutenir la recherche collaborative, renforcer les capacités, accélérer le développement, l'évaluation, la mise en œuvre des interventions, afin de pouvoir prévenir, identifier, traiter les maladies infectieuses et à long terme réduire la mortalité et la morbidité au niveau africain et global. Nous avons 5 approches stratégiques. La première, c'est l'avancée des interventions biomédicales
en vue d'améliorer la santé globale. La deuxième est le développement des capacités. Ensuite, on renforce la coordination et l'alignement des pays autour d'un même agenda de recherche et innovation. On renforce les capacités de préparation aux épidémies et aux pandémies. Et enfin, on met aussi l'accent sur la création de réseaux pour créer des partenariats, des alliances stratégiques. Donc, en termes de champ d'action, nos activités sont vraiment concentrées autour de la recherche clinique. Donc, on se focalise sur un certain nombre de maladies que vous voyez ici, je ne vais pas les détailler. Mais on a aussi un grand nombre d'activités, évidemment, concernant l'évaluation clinique, mais aussi particulièrement sur les études de stade avancé, mais aussi on a un focus sur les groupes et les populations plus vulnérables. Et évidemment, on renforce vraiment les capacités, je le répète, mais c'est vraiment quelque chose de central dans notre travail. Donc, en termes de financement, on vous l'a dit un peu plus tôt, le budget total est de 1,86 milliard. 910 millions sont donnés par l'Union européenne, 550 millions par les États membres et 400 millions viennent des partenaires contributeurs. Très rapidement, en termes de structure de gouvernance, on a donc le conseil d'administration où l'association DCTP et la Commission européenne sont représentés. Et on a 2 organes consultatifs, un groupe avec des parties prenantes qui permettent vraiment d'ancrer notre stratégie au niveau global, au niveau santé globale, et on a un comité scientifique qui nous permet aussi de vraiment mettre en œuvre et designer nos appels à projets tous les ans. En ce qui concerne l'association DCTP, je vous ai mentionné plus tôt qu'il y avait 15 pays européens et 30 pays africains. Et en effet, la Suisse est en train de nous rejoindre. Nous sommes très ravis parce que notre collaboration avec la Suisse est très intense d'une année à l'autre. Donc, c'est une très bonne nouvelle de savoir que vous nous rejoignez bientôt officiellement. Et donc, il y a toute une procédure qui est en place pour rejoindre l'association EDCTP. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si vous avez des questions sur ça, nous serions ravis de vous donner de plus en plus d'informations. Mais le message principal, c'est vraiment que chaque pays peut rejoindre l'association EDCTP à tout moment. Et les pays qui font partie de l'association DCTP peuvent recevoir des financements de notre part à partir du moment où ils ont rejoint l'association au moment de la signature des accords de subvention pour les appels à projets. Donc, en ce qui concerne le programme de travail, pour 2025. Donc, nous avons adopté le programme de travail en décembre dernier. Il y a 4 appels à projets avec 7 thématiques différentes qu'on va vous décrire. Et comme tous les ans, nous avons aussi une mobilisation de fonds de recherche en cas d'urgence sanitaire. Donc, l'an dernier, nous l'avons utilisé pour Mpox. Donc, cette année, nous mettons en place ce fonds spécifique. Et en 2025, nous avons un budget total de 214 millions d'euros. Donc, le premier, je vais peut-être m'arrêter là. Est-ce que vous m'entendez bien ou est-ce que vous voulez qu'un de mes collègues prenne le relais? Fania? Oui, on t'entend bien. D'accord, super. Merci. Super. Donc, le premier appel à projet concerne le développement des vaccins contre la tuberculose. Donc, c'est une action de recherche et d'innovation. Donc, vraiment, la recherche clinique sera centrale. La totalité du financement pour cet appel sera de 45,9 millions avec un budget par projet de 15,3 millions. Donc, ici, on aura des partenaires contributeurs qui se joindront pour cet appel à projet. Et les résultats attendus sont les suivants. Donc, on attend moins 2 des 3 résultats inclus dans les propositions. Le premier étant obligatoire. Donc, on attend à obtenir des preuves d'immunogénicité, d'efficacité et de sécurité ou d'utilité clinique des candidats vaccins en cours de développement ou des candidats déjà sous licence. On attend aussi une génération de données cliniques sur les vaccins prophylactiques, notamment les vaccins visant les populations vulnérables et négligées. Et ceci va aussi inclure les personnes qui présentent des co-infections et des comorbidités. Et enfin, nous attendons à ce que les propositions contribuent à la génération de données qui permettent vraiment aux autorités de santé publique de mettre à jour les différentes lignes directrices cliniques.
Donc, en ce qui concerne le champ d'action pour les vaccins contre la tuberculose, donc vraiment, on attend à ce que des vaccins soient développés. Donc, avec des études cliniques soit précoces, soit au stade avancé, pour évaluer la sécurité, l'immunogénicité, l'efficacité et ou l'utilité clinique des vaccins candidats. Nous attendons aussi à ce que des données soient générées concernant les vaccins prophylactiques et nous accepterons aussi les bras comparatifs avec le BCG dans les études qui sont proposées dans le cas où c'est pertinent. Ce qui est hors champ d'action est vraiment les recherches de mise en œuvre. Le deuxième appel à projet concerne la recherche sur les traitements existants contre le paludisme et le développement clinique de nouveaux candidats anti-paludiques. Donc là encore, c'est une action de recherche et d'innovation. Là encore, les partenaires contributeurs nous rejoindront pour cet appel à projet. Et encore une fois, le budget total est de 30,9 millions d'euros et chaque projet sera financé à hauteur de 10,3 millions d'euros. Et encore une fois, nous avons 4 résultats attendus, dont au moins 2 doivent être inclus dans les propositions. Le premier, c'est la génération de données cliniques pour faire progresser le développement ou l'amélioration de traitements antipaludiques qui existent déjà, ainsi que la lutte contre la résistance aux médicaments. Le deuxième résultat serait de faire progresser les nouveaux médicaments et ou combinaisons de médicaments vers l'enregistrement et pour que les médicaments soient sous licence pour le traitement du paludisme en Afrique subsaharienne. La génération de données cliniques sur des populations bien spécifiques et la génération de preuves sur la résistance aux traitements actuels. Pardon. Donc, pour le champ d'action, les propositions devront proposer des essais cliniques à partir de la phase 2A pour évaluer la sécurité, l'efficacité et l'efficience des nouveaux candidats thérapeutiques ou des combinaisons de médicaments antipaludiques existants et ou nouveaux. Ensuite, comme je disais, les données devront cibler certaines populations vulnérables, ce qui inclut les enfants, les femmes enceintes, les individus immunodéprimés et les adolescents vivant dans des régions à forte transmission. Les interventions peuvent cibler à la fois soit falciparum et ou Vivax, Plasmodium falciparum, Plasmodium Vivax. Les agents prometteurs de blocage de la transmission de la maladie peuvent aussi être ciblés au sein de ces propositions. Ensuite, la génération de preuves de résistance aux traitements actuels pourront aussi être inclus. Et les propositions sont vraiment encouragées à intégrer des études sur l'effet à long terme, ainsi que la génération des données de pharmacovigilance sur les traitements qui sont déjà enregistrés ou les candidats qui sont dans des essais cliniques avancés. En ce qui concerne l'exclusion des activités, ne seront pas prises en compte dans cet appel le développement des vaccins prophylactiques et les anticorps monoclonaux. Le troisième appel à projet concerne les maladies tropicales négligées avec le développement de vaccins prophylactiques. Là encore, c'est une action de recherche et d'innovation avec un budget total de 45,9 millions d'euros et un financement à hauteur de 15,3 millions d'euros par projet. On attend au moins un des 3 résultats décrits ici. Donc, le premier étant la génération de données sur les vaccins novateurs ou existants pour progresser vers la prévention, le contrôle et l'élimination des maladies négligées. L'amélioration de la compréhension des obstacles à la progression de la maladie et des nouveaux vaccins, et la génération de données cliniques incluant les femmes enceintes et allaitantes, les nouveau-nés, les enfants, les adolescents et d'autres populations vulnérables et négligées en Afrique subsaharienne. Donc, en ce qui concerne le champ d'action, on a vraiment une liste de maladies négligées que vous pouvez pas voir sur la droite de la diapo. Je ne vais pas les citer pour une question de temps et une question pratique. Ce ne sont pas les maladies les plus faciles à prononcer. Mais en ce qui concerne les activités elles-mêmes,
Nous attendons des essais cliniques pour évaluer encore une fois la sécurité, l'immunogénicité et l'efficacité des vaccins contre les maladies tropicales négligées. Nous attendons aussi la génération de données sur la mortalité et la morbidité de la population générale, notamment les populations vulnérables et négligées. Nous voudrions aussi inclure le développement des mesures préventives intégrées contre les maladies tropicales négligées. Et par contre, ce qui ne sera pas éligible dans les propositions seront les recherches sur la mise en œuvre, encore une fois, et toutes les recherches sur les maladies de Chagas, les mycoses, la gale et autres écoparasites, ainsi que les morsures de serpents. Le quatrième appel à projet sera un partenariat pour les centres de formation stratégique et les bourses d'études en santé publique pour les biostatistiques, l'épidémiologie et la modélisation. Là, c'est une action de coordination et de soutien avec un budget total de 6,7 millions d'euros et des projets financés à hauteur de 1,34 million d'euros. Là encore, nous avons des partenaires contributeurs qui se joignent à nous. Nous pouvons déjà annoncer que CEPI va travailler avec nous et nous travaillerons conjointement avec le CDC africain. Et cet appel à projet nous permettra aussi de faire un pilote sur les financements forfaitaires des actions. Une nouveauté aussi par rapport aux années précédentes est que l'association EDCTP elle-même va jouer le rôle de coordinateur du projet à partir de la deuxième étape de la demande. Et les résultats attendus sont l'augmentation du nombre d'experts en santé publique, le développement de carrières et la rétention du personnel qualifié en Afrique subsaharienne, le renforcement de la base de capital humain pour la recherche et innovation clinique, le renforcement et la rétention des talents et la circulation des connaissances, ainsi que l'établissement de collaborations durables et mutuellement bénéfiques entre les instituts nationaux de santé publique, les organisations de recherche clinique et le milieu académique. Donc, concernant le champ d'action, donc là, il y aura une demande de mettre en œuvre des programmes de formation de haute qualité au niveau master pour l'épidémiologie et les biostatistiques. Et nous aurons des cours, des ateliers, des séminaires un peu plus courts concernant la modélisation mathématique, là encore qui sera couverte par CEPI en ce qui concerne la modélisation. Nous demanderons aussi d'avoir une procédure ouverte et transparente pour la sélection des boursiers. Les propositions devront aussi inclure un mécanisme de mentorat pour la supervision, pour des supervisions solides des boursiers jusqu'à la fin de leur programme. Et chaque consortium devra former jusqu'à 50 chercheurs en début ou milieu de carrière. Les propositions aussi doivent fournir des détails sur la méthodologie qui vont permettre de lier la recherche clinique et la traduction pratique des soins de santé en politique de santé. Et enfin, les boursiers devront être résidents dans un pays d'Afrique subsaharienne, membres de l'association EDCTP, ou ils devront être prêts à y déménager, et les boursiers ne devront pas avoir bénéficié de bourses similaires dans le passé. L'appel suivant concerne les régionaux d'excellence et les consortia de préparation aux épidémies. Donc, c'est quelque chose qui existait déjà au sein de EDCTP2. Et l'idée est de prolonger donc ces programmes. Donc là encore, c'est une action de coordination et de soutien de 40 millions d'euros avec une enveloppe de 10 millions d'euros maximum par projet. Là encore, des partenaires contributeurs nous rejoindront pour cette action. Cette action aussi permettra de faire un pilote pour les financements forfaitaires. Pardon. Et l'association EDCTP jouera le rôle de coordinateur, cette fois dès la première étape des propositions. La première étape de soumission des propositions. Donc, le champ d'action pour cet appel inclura l'expertise, la formation, le mentorat au soutien aux chercheurs expérimentés, les partenariats et l'infrastructure.
Je ne vais pas aller dans le détail au vu du temps qui reste, mais nous serons ravis de répondre à toutes vos questions, s'il y en a. Ensuite, l'appel à projet suivant concernera les maladies diarrhéiques dans le contexte du climat et de la santé. Donc là, nous revenons aux actions de recherche et d'innovation avec un budget indicatif de 30,6 millions d'euros et un budget par projet de 5 millions d'euros, 5,1 millions d'euros maximum. Et nous attendrons au moins deux résultats, deux des résultats listés dans les propositions. Donc le premier étant obligatoire, et nous attendons à ce que les propositions proposent de développer des interventions pour identifier et contrôler les maladies diarrhéiques, de proposer des recherches sur la mise en œuvre combinant des interventions avec les standards actuels de soins, les vaccins étant compris. Et enfin, de générer des preuves pour évaluer les populations et les régions les plus vulnérables aux maladies diarrhéiques, avoir une meilleure compréhension des principaux facteurs sous-jacents de ces maladies diarrhéiques, y compris ceux liés au changement climatique. Donc là, en termes de champ d'action, sur la droite, vous voyez les pathogènes concernés. En ce qui concerne les activités elles-mêmes, donc nous attendons des essais cliniques de phase avancée qui vont permettre d'évaluer la sécurité et l'efficacité des produits proposés. Et le cas échéant, proposer des recherches sur la mise en œuvre qui vont permettre de combiner des interventions avec les standards de soins actuels, ainsi qu'une meilleure compréhension de l'influence actuelle du climat sur les maladies diarrhéiques. Et pour cet appel à projet, nous invitons vraiment les participants à intégrer des secteurs adjacents comme la nutrition ou WASH. Et les candidats sont évidemment, encore une fois, invités à fournir des méthodologies pour être sûr que les résultats des recherches sont ensuite traduits en directives de santé. Enfin, nous avons un appel sur les innovations transformantes en santé mondiale. Donc là encore, c'est une action de recherche et d'innovation avec un budget de 14 millions d'euros et un budget par projet de 1,4 à 2,33 millions d'euros. Nous attendons au moins un des résultats attendus dans les propositions. Et un des résultats étant de générer des données au-delà de la preuve de concept avec des idées ou interventions innovantes qui vont permettre l'amélioration de l'adoption, de l'adhérence ou de la mise en œuvre des solutions. Nous attendons aussi des solutions qui vont permettre une meilleure accessibilité aux différents produits et permettre de les rendre plus abordables dans des marchés économiquement peu attractifs. Nous attendons également que les propositions fassent progresser les approches innovantes qui vont répondre à des demandes communautaires établies et enfin de générer des outils transversaux qui vont permettre d'accélérer le progrès pour plusieurs maladies, pour les maladies transmissibles. Et enfin, si possible, la réutilisation ou l'extension d'utilisation d'interventions préventives, thérapeutiques ou diagnostiques existantes seront aussi les bienvenues. Je n'irai pas dans les détails. Encore une fois, nous serons ravis de répondre à toutes les questions pendant la session de questions-réponses. Juste pour donner des informations un peu plus pratiques, donc tous les appels à projets sont à deux étapes. La première étape du processus va consister en une proposition courte de 10 pages et seront évaluées par rapport à l'excellence et l'impact des propositions qui seront proposées. Ensuite, suite à cette première évaluation, à la première étape, nous garderons approximativement 3 fois, l'équivalent de 3 fois le budget pour chaque appel à projet pour la deuxième étape. Et au cours de cette deuxième étape, on demandera vraiment à avoir une proposition plus complète de 45 pages. Et cette fois, les critères d'évaluation seront l'excellence, l'impact, mais aussi la qualité et l'efficacité de mise en œuvre. Donc, pour vous donner une idée du calendrier jusqu'à la fin de l'année, donc tous les appels à projets sont ouverts depuis le 30 janvier
et la date limite de soumission de l'étape 1 est le 20 mars. Les évaluations se feront entre avril et mai pour une approbation interne en juin 2025. Les résultats de la première étape et l'invitation à participer à la deuxième étape pour les propositions sélectionnées se fera en juillet, avec une date de soumission le 2 septembre pour la deuxième étape. Les évaluations se feront ensuite en septembre et en octobre, et les résultats et l'approbation se feront en décembre 2025. Très rapidement, comme je le mentionnais plus tôt, nous mettons 1 million d'euros de côté en cas d'urgence sanitaire. Et puis, je me permets de rappeler rapidement les critères d'éligibilité. Nous continuons à recevoir beaucoup de propositions qui sont inéligibles car elles ne répondent pas aux critères de base. Donc, nous attendons vraiment à ce que les participants fassent partie d'un pays européen ou d'un territoire d'outre-mer lié à un État membre. En ce qui concerne les pays non européens, ce sont des pays qui doivent être associés à Horizon Europe ou un pays membre de l'association EDCTP, ou exceptionnellement, si les classiques dans un pays qui ne fait pas partie de cette liste, des financements pourront être confirmés de manière exceptionnelle. Puis nous avons des cas spécifiques, comme certaines organisations de recherche européennes internationales ou d'autres organisations d'autres organisations internationales qui peuvent être éligibles de manière exceptionnelle. Donc, les consortiums doivent vraiment, pour être éligibles, avoir 3 entités juridiques indépendantes les unes des autres, dont une au moins qui est établie dans un État membre européen ou dans un pays associé, ou membre de l'association EDCTP, et au moins une entité juridique indépendante établie dans un pays d'Afrique subsaharienne, membre de l'association EDCTP. Là, j'ai pris un peu plus de temps que prévu, mais j'invite mes collègues aussi à me rejoindre pour la session de questions-réponses. Merci beaucoup, Lydia. Non, en fait, ça va très bien, on est dans le temps. En fait, je me pose la question, si on fait la session de questions-réponses maintenant, plutôt on laisse les témoignages. Ah, pardon. Ouais. Comme vous. D'abord, Nicole, enfin, c'est comme vous voulez, hein. Ce qui vous semble le mieux, ouais. Peut-être, parce qu'il y a plusieurs déjà questions, peut-être. Oui, il y a plusieurs Ouais. questions déjà. On a encore quelques minutes, donc on pourrait prendre les premières questions. Oui, je suis d'accord. Alors, la première question d'André Chouatieux. À propos du fonds d'urgence sanitaire, pourrait-il être considéré en cas de cessation de financement inattendu pour des programmes de santé en pays de développement? Alors, en ce qui concerne le fonds d'urgence, on ne peut le débloquer qu'en cas d'annonce de... Je vais trouver le mot en français. Il faut que la crise sanitaire soit officiellement labellisée comme urgence. Donc, l'OMS doit classifier l'épidémie comme fake. Et sans ce déclenchement, nous ne sommes pas en mesure d'utiliser ces fonds pour d'autres recherches. Et c'est pour une épidémie. C'est pour une épidémie bien particulière qui a été classée comme urgence sanitaire. D'accord, merci. Ensuite, une question de Najette qui a déjà été répondue par Laurent Schell. Donc, je pense que les gens peuvent la lire. Ensuite, une question que j'ai posée à propos du topic Horizon sur les fellowships.
Et dans le texte en anglais, c'est marqué The applicant must be an organization with an established legal entity in sub-Saharan Africa. Et c'est quoi la définition de applicant dans ce cas-là? Parce qu'il y a fellow et applicant. Et Laurent, est-ce que tu es connecté? Oui, alors bon, à ce sujet, je préfère éventuellement laisser la parole aux collègues qui s'occupent de ce topic ou peut-être qu'on vous répondra plus tard, mais spontanément, a priori, un applicant, dans ce cas-là, on parle d'un bénéficiaire, donc un membre du consortium, alors que le fellow est quelqu'un qui ne sera pas membre du consortium, mais qui va recevoir un financement indirectement via un des bénéficiaires. Donc a priori, c'est de ça qu'on parle, mais peut-être qu'on vous confirmera exactement cette idée-là un peu plus tard. parce que ça voudrait dire que tous les applicants doivent être d'Afrique subsaharienne, c'est ça qui est pas clair. Donc, Voilà, en fait, je préfère qu'on vous confirme ça plus tard parce que oui, je trouverais merci. ça un peu surprenant comme interprétation. Donc, quelque chose, voilà, je pense que c'est plus prudent qu'on vous clarifie cet aspect-là un peu plus tard, éventuellement par écrit rapidement par la suite. Merci beaucoup. Ensuite, une question de Julie Lemay. Quelle est la durée attendue des projets et la taille du consortium pour l'appel Innovation transformante en santé mondiale? Donc, la durée attendue des projets et la taille du consortium. Alors, la taille du consortium, à partir du moment où les minimums requis sont respectés, il n'y a pas de taille maximale. Évidemment, nous travaillons dans un contexte de budget assez limité, particulièrement pour cet appel à projet-là. Donc, la proposition sera aussi évaluée en fonction de des ressources qui sont allouées aux différents partenaires. Mais je vois que Sylvia, tu veux rajouter quelque chose? Non, c'est pour avoir la durée, donc pas pour le consortium, je ne sais pas si tu as fini. Vas-y. Donc, pour la durée, en fait, nous demandons que le projet il va pas plus tard que la duration du programme de Global Health ICTP 3. Donc, en fait, le programme maintenant existant, c'est jusqu'à 2031. Donc, on attend que le projet ne va pas dépasser. Merci. Ensuite, une question de Najet Adri à laquelle vous avez déjà répondu, Laurent, je vois plus bas, sur un consortium entre une entité en associated country et 3 entités de 3 entités d'Afrique subsaharienne. Est-ce qu'elle est éligible? Et vous avez dit oui si l'associated country est aussi membre de l'association EDCTP. Et si au moins un des membres SSA concernés sont membres de l'association EDCTP 3. La prochaine question, quel est le montant minimum pour candidater? Peut-être que je peux répondre rapidement, hein, Lydia, mais enfin, il n'y a pas de montant minimum. Enfin, on donne des indications pour chaque topic de ce à quoi on s'attend généralement en termes de budget. Alors évidemment, quand il s'agit des 4 topics où on attend, si possible, des partenaires contributeurs, là, il n'y a pas de limite au budget. Bien sûr, plus on est de fous, plus on rit, plus il y a de financement, mieux c'est, et plus il y aura des chances que la proposition soit bien notée en termes d'impact et d'efficacité. Donc voilà, mais globalement, il n'y a pas de minimum juridiquement parlant en tout cas. Après, bien sûr, voilà, il faut être réaliste. Un certain budget aide à avoir un certain impact en général. Voilà, mais stricto sensu, ça peut être 1 centime. Voilà. Très bien. Ensuite, une question que nous, PCN, avons aussi souvent. Est-ce qu'il y a une plateforme de recensement d'expertise et mise en relation de partenaires? Parce que ce n'est pas toujours évident de trouver un consortium. Donc, est-ce qu'il y a vous avez une plateforme et Alors, c'est quelque chose qui n'est pas encore mis en place, mais c'est quelque chose sur lequel on travaille. En effet, c'est une demande qui est récurrente tous les ans de toutes les zones géographiques. Donc, c'est quelque chose sur lequel on travaille. Très bonne nouvelle.
Ensuite, la prochaine question. Pourriez-vous confirmer si l'EDCTP pourrait avoir des réserves quant à la participation d'un pays comme scientific leader en raison de son instabilité politique? Avez-vous des indications à ce sujet? Je crois que j'avais Président. répondu déjà, mais Lydia pourra compléter sûrement ma réponse au cas où. Je- il il n'y a pas vraiment de considération politique dans l'allocation des financements. Mais évidemment, encore une fois, je parle sous le contrôle de Laurent, les capacités financières de chaque bénéficiaire, quelle que soit la situation politique, devra être solide et prouvée. Donc, en tant que tel, il n'y a pas de limitation, mais il faut que les capacités financières soient solides. Laurent, Oui, est-ce que tu veux oui, rajouter pour compléter, non, mais voilà, je suis tout à fait d'accord, bien sûr. Et non, pour compléter, je pense que ce qui est important pour un évaluateur, en fait, quand il va regarder une proposition, c'est de voir si le plan est réaliste. Et évidemment, si un des bénéficiaires se trouve dans un pays où il y a une certaine instabilité, ça fait peser un risque sur le projet par nature. Donc voilà, plus il y a un risque, plus l'évaluateur va considérer qu'au niveau de l'impact ou de l'efficacité, je pense, de la mise en œuvre du projet, la note pourrait être revue éventuellement à la baisse à cause de ce genre de considération. Donc voilà, c'est un peu du cas par cas en fonction de la situation à un moment donné, mais en théorie, comme disait Lydia, il n'y a pas d'exclusion en tant que telle, on n'a pas de règles de ce point de vue-là. Et ça dépendra un peu du jugement de l'évaluateur. Évidemment, si la situation empire dans un pays donné, qu'on voit clairement que les chercheurs ne peuvent pas faire leur travail, ou s'ils ont besoin de se déplacer d'un point A à un point B et que ce genre de déplacement est compliqué, ça pourrait éventuellement avoir une influence sur la façon dont on va voir la proposition en termes de critères d'attribution. Donc voilà, mais rien d'exclu en théorie. Ok, ce point Peut-être juste devrait pour être ajouter. inclus dans la gestion du risque, dans Voilà, la c'est ça. paie. Je pense que c'est une bonne idée quand on met une proposition et qu'il y a ce genre de risque d'expliquer quelles mesures on peut prendre si certaines choses arrivent et comment le consortium va faire en sorte de tout de même exécuter les tâches qui sont prévues ou bien même de remplacer un partenaire. Si par exemple un partenaire, mettons au Mali, présente un certain risque, et bien voilà, il faudrait peut-être avoir un plan de contingence au cas où ce partenaire fait défaut à un moment donné et d'avoir voilà, une solution facile, rapide pour le remplacer, afin que si le projet est choisi, voilà, on n'est pas à une situation dans laquelle on doit remettre en cause l'évaluation. C'est toujours ça. Si on remplace un partenaire, il faut vraiment démontrer que les tâches pourront être exécutées, du moins pour la partie essentielle, de la même façon que ce qui était présenté dans la proposition et évalué. Voilà. Merci. Lydia, vous vouliez ajouter quelque chose? Non, c'est exactement la même chose. Et c'est juste pour ajouter que c'est vrai que les experts regardent justement le tableau des risques dans les propositions complètes et quelles sont les actions qui sont proposées dans le cas où les risques sont hauts. Et donc, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui rentre en compte dans l'évaluation finale. Merci beaucoup. Je propose qu'on prenne maintenant les témoignages et qu'on continue avec les questions à la fin pour respecter l'horaire. Oui, je suis d'accord. Merci beaucoup et on revient après les témoignages. Nous avons deux retours d'expérience, un retour d'expérience suisse et un autre français. Est-ce que vous êtes là? Ah oui, docteur, Mathieu est désolé, là. oui. Oui. Et le docteur McEvoy aussi, j'ai vu aussi. Est-ce qu'on peut procéder à votre présentation? Nico, je pense que c'est toi qui vas passer la présentation. Oui, tout à fait. Voilà. Bonjour, bon après-midi à tous. C'est un plaisir pour moi de pouvoir partager avec vous aujourd'hui les expériences de MMV
dans la gestion, la participation à des projets financés par le consortium EDCTP. Donc, un instant. Et donc, en attendant que les diapositives soient calées, MMV, c'est 25 ans d'expérience dans la recherche et développement de produits antipaludiques. C'est également plus de 15 ans d'expérience de collaboration avec EDCTP. Oui, on voit la présentation maintenant. Voilà, diapositive, s'il vous plaît. Donc, je disais, c'est 25 ans d'expérience de recherche et développement de produits antipaludiques. Au bout de 25 ans, c'est 17 nouveaux médicaments mis sur le marché en collaboration avec des partenaires pharmaceutiques, des partenaires de recherche, des partenaires académiques. Et selon une estimation d'impact qui a été faite, c'est à peu près 15 millions et demi de vies sauvées sur les 25 dernières années. Donc, MMV, c'est une organisation suisse, c'est une fondation suisse créée initialement par WHO-TDA en 1999. Et aujourd'hui, c'est environ une centaine de personnes directement employées par MMV qui œuvrent à réduire le fardeau du paludisme. MMV est dédié à la découverte, le développement, mais également à l'accès aux antipaludiques. C'est une approche d'un bout à l'autre, donc de la molécule jusqu'à la porte du patient ou la porte de l'enfant en bonne santé qu'il faut continuer de protéger contre le paludisme. En 25 ans, c'est un réseau de 700 partenaires. Nous avons un modèle de fonctionnement complètement en partenariat et donc c'est 700 partenaires environ à travers le monde. Et nous avons un modèle de partenariat, comme je le disais, on est aujourd'hui un partenariat, on est reconnu comme un partenariat de développement de produits pharmaceutiques. Et la plupart, ou alors tous les résultats de MMV sont faits en partenariat avec diverses autres institutions en fonction des compétences demandées et en fonction de l'histoire de chaque molécule. Diapositive, s'il vous plaît. Alors, avec EDCTP, c'est un partenariat de longue date, comme je le disais, depuis plus de 15 ans. Et en ce moment, nous sommes partenaires dans 8 projets qui sont actifs à différents stades d'évolution, dont l'un qui est en train de se clôturer et qui justifie que je fasse cette présentation depuis Lomé. Nous avons fait la clôture de ce projet, le projet OptSMC hier, et qui est un projet qui était financé justement par EDCTP et dont la clôture officielle est pour avril 2025. Donc, 8 consortiums financés par 2 programmes différents, EDCTP 2 et EDCTP 3 et CEFRI, comme il a été dit plus tôt. Et du fait de de ce long partenariat avec EDCTP, MMV aujourd'hui occupe la vice-présidence du groupe des parties prenantes de EDCTP. Donc, enfin, EDCTP, avant moi, hein, à MMV, il y avait déjà une certaine expérience établie et j'ai été directement impliqué je suis directement impliqué dans 2-3 projets en cours financés par EDCTP et d'autres partenaires, notamment anglais, CEFRI, comme c'est mentionné ici, et d'autres. Diapositives. Alors, j'ai parlé de 8 projets actifs. EDCTP, nous avons OneCam 2, Sendofo, Multiply, OptSMC que j'ai mentionné, PAMAfrica. Et sous EDCTP 3, SemaReact, Sapphire et Optembac. Tous ces projets et l'implication de MMV dans ces projets concourent à l'élargissement de l'accès
aux outils soit de prévention du paludisme, soit de traitement. Nous sommes une organisation essentiellement de développement pharmaceutique, donc forcément, nous restons dans ce domaine-là. La réponse aux besoins de santé spécifiques des populations les plus à risque. La plupart de ces projets concernent les populations les plus vulnérables pour le paludisme, dont notamment les femmes enceintes avec le projet Sapphire et les femmes enceintes au premier trimestre de grossesse qui sont assez marginalisées parce que la plupart des produits mis sur le marché aujourd'hui n'ont pas de données de sécurité chez la femme enceinte au premier trimestre. Et sachant que c'est une population particulièrement vulnérable, nous avons développé ce projet pour pouvoir apporter plus de données à ces produits et ainsi préserver, enfin, pouvoir inclure la femme enceinte de manière plus sécure dans les traitements. Le renforcement des capacités également de recherche et développement est une mission qui est exécutée à travers ces fonds EDCTP et qui passe par l'élargissement du réseau d'essais cliniques durables dans les pays endémiques, notamment les pays qui portent la plus forte endémie du paludisme. Diapositive, s'il vous plaît. Je vais faire le focus sur deux de ces projets. Le projet PAM Africa, Portfolio Approach to Developing the Next Generation of Malaria Treatment for Africa. L'une des intervenantes précédemment a parlé de l'anticipation sur les résistances aux antipaludiques. Il est clair que dans l'histoire du paludisme, on a eu des développements dans l'histoire des anti-infectieux en général. À un moment donné, des résistances se développent et aujourd'hui, l'âge d'or, on va dire, des dérivés de l'artémisinine est en train de passer. Donc, ce projet, c'est un projet avec une approche... Par contre, Emilia, j'ai des questions avant que... Oui, est-ce que vous pouvez... Il y a un micro. Donc, Merci. Il y a un micro ouvert. Donc, ce projet, c'est un projet avec une approche de portefeuille qui vise à terme à pouvoir offrir à la communauté antipaludique une nouvelle combinaison indiquée dans le traitement du paludisme simple, de pouvoir développer un premier traitement antipaludique pour les enfants en dessous de 5 kg, ce qui n'est pas indiqué aujourd'hui, un manque de données CRIA, et pouvoir développer également un nouveau traitement pour indiquer dans le traitement du paludisme sévère. Aujourd'hui, le paludisme sévère est essentiellement traité par l'artésunate et comme je l'ai dit tout à l'heure, les dérivés de l'artémisinine, dont l'artésunate, aujourd'hui commencent à voir apparaître des résistances et on ne peut pas se permettre dans la communauté antipaludique de ne compter que sur l'artésunate aujourd'hui pour pouvoir traiter le paludisme sévère dont on sait tout ce que en cas de mauvais traitement ou de traitement non efficace, l'issue peut être fatale. Évidemment, tout ceci se fait dans un environnement de renforcement des capacités. Donc, pour répondre au nombre de partenaires qui a été demandé, ce projet en particulier, c'est 10 partenaires de 7 pays différents, de beaucoup d'horizons différents, des organisations de recherche privées, des organisations de recherche publiques, des académiques, de compagnies pharmaceutiques et MMV. En termes de contribution au budget, à contribution égale, les membres du consortium et EDCTP, pour faire un total d'environ 44 millions d'euros. Il s'agira de 3 études cliniques réparties sur 18 sites et dans 12 pays africains, donc pour la plupart. Et donc, en termes de durée, quelqu'un a parlé de la durée, c'est un projet qui va durer 6 ans, qui est déjà en cours et qui devrait se compléter à la fin de 2025. Donc, c'est un projet qui a une grosse composante de développement des capacités avec
de jeunes chercheurs africains qui ont été identifiés et qui ont eu à séjourner dans des institutions de recherche en Europe, ou alors des collaborations sud-sud avec des échanges entre des pays plus avancés et des pays un peu moins avancés en matière de recherche. Diapositive. Le deuxième projet qui, lui, est tout nouveau et qui également justifie ma présence au Togo en ce moment et qui va être présenté demain ou après-demain dans une réunion en cours en ce moment. C'est le projet OptemVac. Avec la venue et la mise à disposition récente de 2 vaccins antipaludiques, quand on sait que la communauté antipaludique attendait ces vaccins depuis un certain nombre d'années, les 2 vaccins maintenant qui sont à disposition posent le problème de pouvoir optimiser leur mise à échelle. Et donc, ce projet qui prend la suite du projet OptSMC dont j'ai parlé initialement, va consacrer donc toutes ces activités à la mise à échelle de ces vaccins-là et de leur utilisation de manière optimale. Cette fois, il implique 8 partenaires avec un lead scientifique logé au sein de l'Université de Thiès au Sénégal et un lead, on va dire plutôt administratif, logé au Luxembourg Institute of Health pour la coordination administrative. MMV est partenaire de ce projet avec d'autres institutions qui sont mentionnées. Et c'est un projet qui devrait couvrir une période de 5 ans environ, 4 ans et demi, et financé à hauteur de 6,2 millions avec les contributions de l'Europe et EDCTP3, mais également de UK Research and Innovation et de CEFRI. Donc, voilà, ce sont les 2 peut-être projets que je vais citer à titre d'exemple. L'un qui est plutôt vers la fin et le deuxième qui commence à peine et dont la réunion officielle de lancement aura lieu en fin avril 2025 à Rabat au Maroc. Pourquoi Rabat alors que Rabat n'est pas un pays endémique pour le paludisme? On pourrait le poser. Rabat loge aujourd'hui le centre collaboratif de pharmacovigilance pour l'Afrique. Et il y aura une grosse composante de pharmaco ou de vaccinovigilance, puisque ce sont 2 nouveaux vaccins. Il faudrait générer un peu de pharmacovigilance active pour pouvoir renforcer le profil de sécurité de ces vaccins et ainsi lever toutes les rumeurs, adresser toutes les rumeurs et ainsi de suite pour favoriser justement la mise à échelle. Diapositive, s'il vous plaît. Alors, la participation au projet EDCTP, qu'est-ce qu'on en a appris en résumé chez MMV? Quels en sont les avantages pour MMV? Il est clair que la mise à disposition d'un financement prévisible, d'un financement stable, d'un financement flexible sur du moyen, on va dire du long terme, sachant qu'en faisant une estimation, la durée moyenne des projets sur lesquels nous discutons varie entre 4 et 6 ans. C'est un temps assez considérable pour donner l'opportunité d'avoir un projet solide et des résultats concrets. C'est l'opportunité également d'exécuter une partie de notre stratégie parce que forcément, les projets dans lesquels nous nous inscrivons ou que nous proposons en tant qu'institution lead vont être forcément à répondre à une stratégie, à notre stratégie au sein de MMV et permettre ainsi de contribuer à l'avancée de la science et à la lutte contre le paludisme en général. Donc, une belle opportunité pour pouvoir exécuter sa stratégie, financer certains éléments de sa stratégie. Les enjeux de la préparation et du dépôt de la réponse aux appels à projets peuvent être sont assez rigoureux. C'est en général un processus assez complexe en plusieurs étapes
très rigoureux avec des fois des échanges entre EDCTP et le principal applicant. Donc, des processus assez complexes. Il va falloir, comme nous sommes dans le cadre de consortium, souvent aligner les visions quand on est coordinateur du projet avant de retourner vers EDCTP, gérer un peu les différences d'opinion et tout entre les membres du consortium. Et avant de répondre, c'est des enjeux qu'il faut considérer, mais qui permettent en fait d'affiner les relations entre les membres du consortium pour pouvoir s'engager sur une collaboration de 4-5 ans comme on l'a vu. Le développement du consortium répond en général aux exigences d'éligibilité des différents programmes EDCTP. Dans le consortium MVAC, par exemple, on est allé chercher le Luxembourg Health Institute pour répondre à certaines conditions d'éligibilité. Et puis également, après, il faudrait rassembler des institutions en fonction des compétences dont on aura besoin dans le projet, mais s'arranger tout le temps pour que les exigences de DCTP en termes de financement direct ou indirect soient respectées, et ainsi de suite. Et en fait, ces éléments-là sont à considérer pour pouvoir présenter un dossier solide, au moins sur le plan administratif, le respect des critères d'éligibilité et autres. La construction d'un réseau, ça prend du temps. Il est clair que chez MMV, ça fait partie de notre métier. Le modèle était un modèle de partenariat et avec 25 ans d'expérience, on a pu le faire. Mais c'est quelque chose qui forcément doit pouvoir prendre du temps. J'ai parlé tout à l'heure de l'alignement des visions et ainsi de suite. Tout ça est à considérer. En tant que coordonnateur d'un projet EDCTP, les avantages sont la visibilité. Il est clair que la visibilité qu'offre le fait de coordonner un projet EDCTP est non négligeable dans le milieu scientifique, essentiellement en santé globale, et une certaine crédibilité pour évidemment éventuellement d'autres applications ailleurs. La complexité, l'engagement en temps, la dépendance vis-à-vis des autres partenaires représentent des défis qu'il faut pouvoir gérer. Diapositive, s'il vous plaît. En termes d'amélioration des partenariats, le renforcement des capacités peut-être devrait être plus agile. On a parlé tout à l'heure d'essais cliniques. C'est vrai qu'aujourd'hui, sur des projets sur lesquels je suis impliqué, on sort petit à petit des essais purement cliniques pour faire un peu plus de la recherche opérationnelle. Au-delà de cela, il faudrait que l'adoption en termes de politique des résultats de recherche opérationnelle et d'essais cliniques soit un peu plus... que les partenariats soient plus regardants là-dessus. Le partage de connaissances. Le partage de connaissances est quelque chose d'assez important. Et je veux ici mentionner un exemple que nous, sur la chimioprévention du paludisme avec le projet OPT-SMC, on avait impliqué 14 pays et sur les 14 pays, 12 étaient francophones. Qui dit partage dit publication. Et aujourd'hui, la communauté scientifique publie essentiellement en anglais, ce qui fait qu'on exclut une grosse population. Et sur les 8 à 10 papiers qui sont prévus sur ce projet-là, nous nous sommes engagés à faire des traductions pour que la population majoritairement francophone de ces 14 pays puisse avoir complètement accès à l'essence de ce qu'ils ont produit, en fait. Donc, le partage, c'est quelque chose d'assez important et ça ressort de plus en plus dans les interactions avec les pays. Bâtir la confiance grâce à un engagement, un réseautage continu. Les relations, ça s'entretient à travers les projets, mais entre deux projets, il faut pouvoir trouver également des opportunités d'entretenir ces relations-là. L'évaluation de la durabilité des projets, de la pérennité des projets, les résultats, l'impact, les politiques sont quelque chose qui aujourd'hui ne sont pas encore vraiment mis en œuvre. On génère des résultats, mais l'applicabilité à large échelle de ces résultats dépend d'autres facteurs
qui entravent la pérennité en fait de ce qui a été démontré dans les projets. Diapositive, ça devrait être la dernière, je crois. Effectivement, c'est la dernière. Voilà. Donc, merci beaucoup et puis voilà, content d'avoir pu, je l'espère, contribuer à quelque chose. Merci beaucoup. Je propose de passer au témoignage de Dr. Michael White. Et puis, s'il y a des questions, on les reprendra à la fin, si vous êtes d'accord. D'accord, merci. Merci. Ok, je vais partager mon écran. Vous pouvez voir l'écran? Oui. Oui, très bien. Donc, bonjour tout le monde. Je suis Michael White. Je suis chercheur à l'Institut Pasteur ici à Paris. Et Michael, je crois que en fait, le partage d'écran, il a disparu. il a disparu, d'accord. Ouais. Ok, je vais réessayer. Un moment, s'il vous plaît. Ok, je vais comme ça. Désolé, j'ai deux écrans ici et c'est un peu compliqué de temps en temps. Ok. Mais c'est bon, l'écran est là à nouveau. Ok, très bien. Bonjour tout le monde. C'est un plaisir de partager avec vous nos expériences comme coordonnateur des projets européens. Je vais vite vous montrer deux projets. Donc, le premier, c'est PVStatum. C'est PVivex Serological Testing and Treatment in Ethiopia and Madagascar. C'est pas un projet EDCTP, mais c'est dans le même esprit. Donc, c'était financé par Horizon Europe en 2021. Et je pense que dans 2021, il n'y a pas un appel de EDCTP, mais le financement a été attribué par Horizon Europe. Et un deuxième projet qui s'appelle a Point of Care Serological Rapid Diagnostic Test for Risk of Plasmodium vivax Hypnozoid Infection. Donc, les deux projets sont liés et c'est au sujet de tests diagnostiques pour l'espèce de paladie qui s'appelle Plasmodium vivax. Donc, le premier projet, c'est PVStatum. Et c'est un projet avec une durée de 5 ans qui a commencé en 2022. Et nous avons 9 partenaires dans 9 pays différents. Et il y a 4 grands buts de ces projets. Le premier but, c'est les essais cliniques. Et nous sommes actuellement... nous sommes en train de monter des gros essais cliniques en Éthiopie et à Madagascar. Et il y a aussi des autres objectifs ou des buts pour les sciences sociales et pour la santé avec la mobile santé et les apprentissages d'ordinateur. Une chose importante pour ce projet, nous avons utilisé le widening mechanism et nous avons ajouté un autre partenaire dans le projet. Donc, quand on a un projet, il y a cet mécanisme. C'est pour des pays plutôt dans l'est de l'Europe. Et nous avons trouvé un très bel partenaire en Pologne pour le consortium. Donc, le deuxième projet, c'était financé par EDCTP3. Ce projet a commencé il y a quelques semaines. Le but de ce projet, c'est d'utiliser les idées et les échantillons de le dernier projet et de faire le développement d'un test diagnostique. Donc, on va créer un petit test diagnostique qu'on peut utiliser dans le terrain et on va travailler avec une entreprise en Sénégal pour faire le manufacturing
et on va faire la validation de la test aussi. Donc, ce projet, il y a une durée de 5 ans et avec 8 partenaires. Pour la dernière partie de cette présentation, il faut que je parle en anglais parce que mes diapos sont en anglais et c'est un peu compliqué pour moi de m'exprimer toutes ces choses. Okay, but if you have questions, I will take them in French and I will respond in French. So please accept my apologies for speaking in English in this meeting. Rather than telling you about the scientific details of the project, where I'd like to focus my time is just sharing some thoughts on the application process for these large Horizon Europe and ECTP grants. So firstly, I'm coordinator of 2 of these, and I think it's important to have a coordinator with a strong scientific vision. So it's got to be a project that is already reasonably well developed. So these ideas that we have built into these consortium, it comes out of a broader collaboration that we've had amongst a group of partners stretching back almost 10 years. So for big projects like this, you need quite mature ideas, and you need a strong network of teams to work with, and the coordinator needs to have a very clear idea of what the point is. If you just see this call and it looks like a nice idea to get some money for your project and it doesn't really fit, that might not work. You really need something that is very well matched to the call and that can unify everybody together. It's not about just getting a little bit of funding for everybody to do their own thing. It really helps to have experienced support to prepare these applications. Here at Institut Pasteur, we are very lucky that we have a very strong grants office, and that is important because, as I'll come into later, the application is quite demanding. It is long, and there's a lot of information that needs to be provided. Let's remember, these are grants for a large amount of money, and it's very important that you dedicate proper time to prepare an application for this sum of money. If you're spending 1 week putting together an application for 5 million euro, you're not taking it seriously. This is big amounts of money that are going to be properly audited and followed. So you need to make sure that all of that is carefully thought out in the application process. In terms of the consortium composition, from my personal experience, I found it useful to blend old and new collaborators. I found it very useful for this to be something that grows out of existing existing projects with experienced collaborators, and then to bring in new collaborators to add expertise. Some other teams might have been able to do very successful collaborators, bringing together entirely new teams that have not worked together, and that's very good for them. But in my experience, it's good to have a strong core of people that have experience working together. Lydia has already done a very nice job explaining the open calls, and I really have to stress that it's key to read the text of the call carefully. Look at every single thing that they're asking for, make note of it, and see how you respond. And that goes right down to the small text at the bottom. And make sure that in your application, you address each of those points. Make it prominent. If they're asking for, let's say they're asking for capacity development, explain exactly how you're going to do it. You might be training people on a master's program, training PhD students. Make it really clear that this thing that you say you're going to do matches that point in the call. Something else that I think is very important is to understand how these projects are graded. Now, this
this, from my understanding, the key is to understand the excellence, impact, and quality scoring system. So when you look at your application, there are 3 sections. You have excellence, which is this good science? Now, if you're applying for, say, an ERC grant, starting, consolidator, or advanced, then those are only about excellence. It's just excellence. Whereas here in an EDCTP grant, it's got to be excellent. The next bit is impact. The EDCTP will want to achieve some outcome with their financing. So you have to show in the impact section, how is your excellent research going to address what the EDCTP want to achieve? So that is, how will you deliver on impact? The aim is not just to do excellent science, it's to have some impact on the real world. And then finally, there's quality, or the quality of the implementation. And this is, do you know what you're doing? Are your work packages well put together? Is it feasible? Have you done your Gantt chart well? Is your budget well described? Are you promising to do loads of things and your budget will never manage? And all of these points are very important, and they contribute almost equally, with 5 points each, to the total score. And these are very competitive applications. So if you do an excellent project in the science, but you neglect to describe your budget well, you can lose a point and then your application will be ruled out. Next, it's important to engage with what I think of as EC speak, the European Commission, and the way they speak and what they're looking for. So you need to understand things related to the gender and diversity in your study design. If you're doing clinical trials, are you going to enroll men and women? And all of these sorts of topics, it's very important that you very clearly address it. How are you going to publish your results? Is it going to be fair and open and open access? That is very important as well. And that needs to be in your engagement, in your application, regardless of whether you think it's important or not. I personally do think it's important, so it's important that it's in the application. The next is be kind to reviewers and project officers. The stage 2 application is long. It's a 45-page application. When people are reviewing this, they will often get a stack of 8 of these to read. And that's like 8 big applications. So invest time into writing it well, make no contradictions, make it easy. I like to think of 40-page application. It's dense, it's not fun to read, but I like to try and write it like a magazine. Have a cover page where you clearly state everything you're going to do. Then have the next page where you give an overview. And then the further you go into it, the more details are done. So really imagine somebody, they're taking a flight somewhere, they've got 2 hours on that plane, and they've got your 45-page application. You want to make that pleasurable experience for them to read. A next point is to start writing these early. You need a long time to do the writing, to work with your partners. You need to negotiate within you on how to do the budget. A next thing for partners in France, we benefited from the Soutien aux réseaux scientifiques internationaux from the ANR, and we received funding to host an in-person meeting here in Paris, where we brought together all the partners that were applying, and we spent 2 days working on the project all together. And that was enormously beneficial to have a very strong and coherent application. Now, I'll finish with some thoughts on the coordination process. It requires an overview of all aspects of the project. You really have to know what's going on everywhere. The coordinator has ultimate responsibility for problems, so things will come up that you haven't thought about, and the coordinator needs to be able to problem solve for those problems. You need very deep engagement with your African partners, and the scientific project leaders being based in Africa, that's something that's a very useful thing. And
So, for example, with my partners in Senegal, we hold weekly or bi-weekly meetings going over every aspect of the project. And for that, co-coordination can also be very beneficial. And you need to dedicate a lot of time to management meetings, reporting, and all of this. And then finally, I think this is a great mechanism because these projects provide an opportunity to tackle a big problem that you could never do on your own. OK, donc je vais arrêter le partage de mon écran et je peux prendre des questions. Et je suis désolé pour l'anglais. Merci beaucoup, Michael. Est-ce qu'il y a des questions? Le docteur Chouatieu, en fait, il a dû partir Oui. à une autre réunion, mais on a le temps pour prendre 2-3 questions encore, même si on dépasse de quelques minutes. Alors, il n'y a pas de questions spécifiques dans le chat sur les témoignages. Beaucoup de questions ont déjà été répondues et je dirais il y a 2 types de questions qui reviennent plusieurs fois. D'une part, comment trouver des partenaires et aussi, vu que c'est une soumission en 2 étapes, la formation du budget entre la première et la deuxième étape, ce qu'il faut faire. Il y a les réponses dans le chat. Oui, Est-ce que- Nicole, j'ai répondu. Si vous j'ai vu. voulez, je peux adresser ça. Donc, c'était pour les partenaires et je laisse aussi mes collègues d'ajouter, mais j'avais mis dans le chat, c'est possible aller dans les Founders and Tenders, il y a une section de networking et aussi j'ai partagé notre site de Global Health DCTP 3 que vous pouvez maintenant chercher les projets par maladie et comme ça vous voyez c'est tous les données publiées dans les sites Cordis, que c'est Publicly Available Information. Et donc là, vous pouvez voir, si vous cherchez par exemple un projet déterminé en schistosomiasis, par exemple, vous pouvez regarder les consortiums qui sont, et comme ça, vous avez une idée de qui sont et si vous cherchez pour le futur. Je ne sais pas si ça répond à votre besoin. C'était pour faire un résumé rapide de ce qui était disponible. Et puis aussi pour résumer. Moi, je voudrais peut-être ajouter, Nicole, Oui. sur les commentaires de Michael sur sa présentation. En fait, il travaillait déjà avec certains de ses partenaires pour d'autres projets et c'est comme ça que le consortium pour monter DCTP a surgi aussi. Oui, parfois c'est basé dans l'expérience d'un autre projet antérieur, c'est vrai. Et pour l'autre question, Nicole, je peux répondre aussi parce que j'avais répondu dans le chat. C'est pour le budget. Et qu'est-ce qu'on a besoin de la phase 1 à la phase 2. Mais et ça, c'est applicable aussi, je pense que c'est important pour les 2 call for proposals de l'AMSAM. Donc, les CSA, les Networks and Fellowship, sorry, I will switch to English. Donc, là, c'est important que vous donnez un budget général dans le stage 1, même si ce n'est pas évalué. Et dans la deuxième phase, il peut changer, mais pas grandement ou énormément. Et dans le cas de l'AMSOM, dans les phases 2, on va demander à la soumission que se complète en détail la budget table detail qu'on peut trouver. Les applicants can find in the submission portal. Et là, c'est important que vous donnez les budgets détaillés
en fait. Et parce que dans la deuxième phase, sera pour tous les proposals, on va évaluer les budgets complets. Très bien, merci. Et est-ce qu'on peut aussi changer quelques partenaires entre la phase 1 et 2? Oui, sauf, je sais pas, Lydia, elle a mentionné dans la présentation, sauf dans les fellowships et les networks, que le coordinateur du projet devra être la IDCTP Association. Ça, c'est le seul cas qu'on ne peut pas changer. Mais pour le reste des partenaires, il peut y avoir des changements. Parce que la phase 2, l'évaluation de la phase 2 et la phase 1 sont complètement indépendants. Ah oui, très bien, merci. Il y a encore une question. Je la retrouve. Est-ce que la proposition doit être écrite par un partenaire de langue anglaise? Alors, elle doit être écrite en anglais. Je ne sais pas si je comprends bien la question. La question, c'est si on doit écrire en anglais ou en français, ce que j'ai compris. En fait, si on peut écrire en français. Je ne vois pas des autres collègues, mais normalement, on reçoit tout en anglais. Et l'évaluation se fait en anglais. Oui, les propositions doivent être soumises en anglais, en effet. Merci, Lydia. Et oui, les présentations vont être partagées, donc vous allez recevoir le lien vers l'enregistrement et les présentations également. Nous sommes arrivés à la fin. Je pense que toutes les questions ont été répondues. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup à IDCTP d'avoir été présent aussi aujourd'hui dans ce webinaire. C'était super important pour nous de vous avoir. On a beaucoup de questions sur IDCTP à chaque fois. Merci beaucoup, Nicole, pour cette co-animation de webinaire. Merci beaucoup à Michael et à Dr. Désolée, désolée, je n'arrive pas à prononcer très bien ce mot. Mais merci beaucoup pour les témoignages, c'était super précieux. Merci à Laurent Jaboff et merci beaucoup à Catherine et au PCN Santé France. Et merci à vous tous pour être là. Nous, on va partager les webinaires, on va mettre le replay dans le site web horizon.groupe.fr et on partagera aussi les présentations. Merci à tout le monde. Merci. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.